Tiens, Pinocchio, mais où allez-vous si vite? Ah bah, j'ai vraiment très envie de chier. Allez, salut. Vous voulez dire que vous couvez un très gros caca? Ah bah, celui-là, il m'a déjà trouvé les intestins, hein. Tiens, écoute. Oh, oui, je vois, mais attendez, parce que je n'ai pas encore eu le temps de vous parler de Cedar Point. Oui, bah si c'est pour encore que je me transforme en âne, c'est Oh, bon. Hein. mais non, ne vous en faites pas. Ce coup-ci, il n'y a ni âne ni marionnettiste. Ah oui, il n'y a aucun doute, vous êtes à bout de nerfs. Attendez une seconde. Si vous pouviez arrêter de péter, ça m'arrangerait beaucoup. Gédéon, prenez des notes, s'il vous plaît. Ah, je vous jure, là, ça devient compliqué, je peux plus me retenir, j'ai vraiment pas le temps pour vos conneries aujourd'hui. Malheur de malheur, juste ce que je craignais. Oh putain. Oh, c'est dégueulasse. Tenez, prenez ce slip de rechange parce que sinon on n'y arrivera jamais. Allez, merci. Et oh, t'as noté quoi depuis tout à l'heure, abruti? Y a rien à écrire là. Ah, il est quand même vraiment très con, lui, hein. Oh, waouh. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est un layout de GCI. Ok, mais c'est quoi le rapport avec Cedar Point? Tu vas voir. Ah non, j'ai pas le temps, là. Allons à Cedar Point. C'est vrai qu'il n'y a pas de GCI, mais il y a de l'Intabid et puis il y a même du RMC. Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour parler de Cedar Point, resté jusqu'à la fusion entre Cedar Fair et Six Flags, la tête de gondole des parcs Cedar Fair. Et là je vais pas avoir besoin de vous introduire le parc pendant 6 jours, je pense que vous avez très bien compris de quel parc il s'agit. À Cedar Point, à moins que tu découvres totalement l'univers des parcs d'attractions, t'en as déjà entendu parler. Situé dans l'Ohio, plus précisément à Sandusky, le parc est construit sur une presqu'île située sur le lac Erie. Le parc est considéré comme l'une des capitales mondiales de la montagne russe et se tire la bourre avec Six Flags Magic Mountain en Californie et Canada's Wonderland près de Toronto au Canada, mais avec notamment la fusion entre les groupes Cedar Fair et Six Flags. Je ne sais pas si cette concurrence avec son principal rival qui est Magic Mountain ne tiendra encore longtemps dans le futur. Et pour ceux qui suivent notamment mes live Twitch, j'en ai déjà parlé là-bas, et bien vous savez à quel point je redoute l'absence de concurrence dans ce secteur qui pour moi en a cruellement besoin afin que les parcs se dépassent en permanence pour toujours proposer la meilleure expérience possible. Ouvert en 1870, Cedar Point est l'un des plus vieux parcs des États-Unis encore en fonctionnement, le plus vieux encore ouvert actuellement est Lake Compounds qui a ouvert en 1846 et que nous avons également visité pendant ce trip. Donc lui aussi aura son épisode dédié. Avec maintenant plus de 4 millions de visiteurs annuels, Cedar Point attire les foules grâce à une règle dont il ne déroge pas depuis maintenant plusieurs décennies, à savoir celle d'investir quasi systématiquement dans des montagnes russes à sensation. Dans des gros joujoux, qui tapent généralement dans le 20-25 millions de dollars d'investissement. Le parc possède ainsi bon nombre de coasters qui ont détenu à leur ouverture des records soit de hauteur, soit de vitesse. Et soit parfois les deux. À Cedar Point se trouvent également des coasters considérés comme étant parmi les meilleurs de la planète. Et d'ailleurs, pour moi, la meilleure montagne russe du monde est actuellement à Cedar Point. Et ce t-shirt n'est pas du tout un spoiler. Mais j'ai pas envie de trop vous en dire avant que vous ne voyez le trip report dans lequel je m'étale suffisamment pour que cette vidéo soit actuellement la plus longue de ma chaîne. Après bon, c'est vrai que c'était difficile de faire plus court tant l'offre du parc est gargantuesque et tant il y a de choses à dire. Vaut mieux ça que l'inverse, me direz-vous. Donc je la mets en veilleuse en ce qui concerne l'introduction et je vous laisse immédiatement avec ce que j'ai filmé et ce que j'ai monté. Il y a des parcs comme ça dont on a rêvé maintes et maintes fois. Des parcs qui agissent comme de véritables checkpoints. Des parcs pour lesquels on peut dire qu'il y a un avant et un après leur visite. Des parcs qui constituent de véritables caps dans la vie d'un passionné. Il y a les 7 merveilles du monde et il y a une liste à définir de parcs d'attractions qui sont de véritables lieux de pèlerinage considérés par les passionnés comme des sites emblématiques et indissociables du parcours initiatique de celui qui veut goûter à la quintessence du parc d'attractions. Il y a dans cette liste les parcs qui disposent d'un environnement et d'une richesse thématique d'une force indéfinissable, et ceux qui proposent un catalogue d'attractions à faire tourner la tête à tous les aficionados de sensations fortes qui se respectent. Cedar Point est de cette seconde partie, et pour pouvoir en profiter au mieux, nous avons choisi de poser nos valises pour 2 jours dans ce parc considéré comme la capitale mondiale des montagnes russes, et même si on se fait une idée du pourquoi ce titre, il va falloir que notre expérience durant cette visite nous en apporte la confirmation. Sachant que nous séjournons dans un hôtel du parc, à savoir le Castaway Bay, et que nous avons qui plus est fait l'acquisition des
pass annuel Cedar Fair, il nous a été possible de rentrer dans le parc 1 heure avant son ouverture officielle pour profiter d'une liste d'attractions ouverte de manière anticipée. Parmi celles-ci, nous nous sommes décidés à nous attaquer à notre première montagne russe de Cedar Point, à savoir le mythique, le légendaire, l'énorme Millennium Force qui domine la berge ouest de la presqu'île sur laquelle est construit le parc. Il s'agit de l'une des 5 montagnes russes du parc à dépasser les 60 mètres de hauteur. Je dirais même plus, le coaster a fait péter le record du monde de hauteur à son ouverture avec un poids culminant à 94,5 mètres. Il s'agit d'ailleurs du premier coaster à circuit fermé à franchir la barre des 90 mètres de hauteur et aussi du premier coaster Intamin équipé d'un lift à câble. Millennium Force, c'est un véritable mastodonte. Ouvert en l'an 2000, d'où son nom, le coaster est long de 2010 mètres et pousse à quasi 150 km/h, à quelques dixièmes de km/h près. La bécane a coûté la modique somme de 25 millions de dollars et tournait ce jour-ci à 3 trains, donc à plein régime, à l'instar de tous les autres coasters de Cedar Point pendant notre séjour d'ailleurs. Et je vous avoue que vous retrouvez au pied d'un coaster aussi légendaire que celui-ci, ça provoque nécessairement une vive émotion. Et cette émotion, on la ressentira bien des fois durant notre visite de Cedar Point. Ni une ni deux, nous plaçons nos affaires dans des casiers à l'extérieur, étant donné qu'aucun sac, ni téléphone, ni accessoire n'est permis au moment de franchir l'entrée de la file d'attente. Ce jour, l'accès anticipé nous a permis de grimper sur la machine immédiatement. Le lendemain, nous profiterons pendant 1h30 du formidable parc à bœufs que forme cette file d'attente, qui est probablement la pire de Cedar Point et une des pires qu'il m'ait été donné d'expérimenter tout parc confondu. Néanmoins, 1h30 de file alors que ça tourne à 3 trains et que les opérateurs ne chôment pas, c'est vous dire à quel point l'engouement pour ce grand 8 auprès des locaux n'a pas chuté d'un iota depuis son ouverture. Nous embarquons dans des trains Intamin ancienne génération, dont les sièges donnent l'impression de s'asseoir sur des chaises de camping, et grimpons le gigantesque lift de la bécane qui donne l'impression d'être soutenu par des pylônes de ligne à haute tension. Le train s'engage ensuite sur ce qui est très clairement le meilleur élément de Millennium Force, surtout à l'arrière, à savoir son immense première descente qui forme comme un gouffre face à vous et qui est littéralement interminable. Dans la catégorie des first drop jouissives, celle-ci se positionne très haut dans le classement et rien que pour elle, le coaster est à faire absolument. Après, on enchaîne un layout sur lequel le maître mot est la vitesse. À ce niveau-là, vous en aurez pour votre argent parce que ça bombarde fort Millennium Force. Après, cette qualité de vélocité est aussi le plus gros défaut de ce coaster qui finalement ne propose que ça. Millennium Force, c'est de la vitesse et rien d'autre. Pas d'airtime malgré ses jolies courbes, pas de changement de direction fulgurant, pas le moindre petit GF turn pour pimenter le tout, pas vraiment de surprise en ce qui concerne le layout qui s'avère d'ailleurs assez sommaire. Millennium Force, c'est une fusée, mais ce n'est pas autre chose que ça. Alors ne boudons pas notre plaisir, le contrat est clairement rempli en ce qui concerne la vitesse, mais pour le reste, je dois admettre qu'on reste un peu sur notre faim. On pourrait d'ailleurs me dire que King Daka, c'est aussi ça, que de la vitesse, alors que King Daka, c'est certes de la vitesse, mais c'est avant tout une accélération. Et ce qui provoque les sensations, c'est pas tant la vitesse que l'accélération. Sur Millennium Force, une fois que la vitesse est atteinte, elle est maintenue, mais il n'y a pas de variation qui provoquerait les sensations d'accélération qu'on recherche sur des grands 8 de ce type. Qu'à cela ne tienne, mon petit doigt me dit qu'on sera suffisamment gâté avec les coasters proposant des variations de vitesse ailleurs à Cedar Point. Continuons donc notre petit tour avec non pas la minute 30 millions d'amis, même si je sais que vous en mourrez d'envie, mais bien avec le quartier le plus thématisé de Cedar Point, qui ne casse pas forcément des briques, mais qu'on ne s'attendait pourtant pas à trouver dans ce parc. Il s'agit d'un petit quartier western plutôt mignon et très arboré, situé à l'ouest du parc, et faisant la jonction entre Millennium Force et Maverick. Un petit écrin de verdure et de déco bienvenu, qui plus est relativement calme étant donné qu'aucune attraction majeure ne s'y trouve. Il est d'ailleurs à noter qu'il y a quelques quartiers du parc qui, comme celui-ci, sont des endroits ressourçants, qui changent clairement des grandes artères qui traversent notamment Cedar Point du sud vers le nord. Je veux par exemple parler du quartier comprenant Maverick et Steel Vengeance, à savoir Frontier Town, allant jusqu'à proposer quelques recoins qui se prêtent clairement à la photographie. L'amicale de la Bucoli ne pourrait absolument pas renier ce joli pont, admettez que c'est quand même fort joli cette affaire, ainsi que cette petite zone de restauration ombragée qui propose également quelques agréments floraux qui ne sont pas sans nous satisfaire. Quelques petits éléments de déco viennent garnir le tableau pour nous faire dire que oui, Cedar Point ce n'est pas que du bitume, c'est aussi quelques belles intentions qui doivent être relevées. Poursuivons ensuite avec un autre coaster de légende, une bestiole ouverte en 2007 proposant un parcours de 1356 mètres de long, 32 mètres de hauteur pour une vitesse de 112 km/h, vous aurez bien sûr reconnu les stats de Maverick. Maverick, c'est son nom, et si vous n'avez jamais entendu parler de ce coaster, c'est qu'il y a encore du boulot pour parfaire votre culture parconautique. Bon, mais avant de parler plus en détail de la bête, parlons d'une autre bête, plus organique celle-ci, avec cette mouette qui n'a eu de cesse de nous brailler à la tronche pendant que nous faisions nos plans, étant donné que manifestement l'un de ces petits s'était aventuré par-delà la terre des mouettes. Qu'à cela ne tienne, nous aurons revêtu nos costumes de super-héros pour rendre son petit à Madame la Mouette, non sans craindre
craindre de nous faire attaquer par celle-ci. Mais finalement, tout est rentré dans l'ordre et tout est bien qui finit bien. Maverick, c'est donc un Blitz Intamin et c'est aussi le grand frère de tous les LSM Launch Intamin nouvelle génération, notamment Toutatis ou Taron. Et à mon sens, ce coaster a été très souvent imité, très rarement égalé. Ici, le slogan The Old West was never this wild colle parfaitement à ce grand 8. Tellement sauvage que son ouverture a été retardée étant donné qu'après ses premiers essais, il s'est avéré qu'une Earthline Roll était beaucoup trop intense et faisait beaucoup trop souffrir la mécanique des trains. Earthline Roll qui a donc dû être retirée tant elle était de trop. Ça vous rappelle les déboires de l'ouverture d'Intimidator 305 à King's Dominion? Ouais, il y a un peu de ça. Et ça, c'est le grain de folie d'Intamin qui fait que beaucoup de leurs coasters sont des machines d'exception. Concernant Maverick, le parc a pris conscience que les harnais guillotines des trains du coaster pouvaient être un véritable point négatif quant à l'appréciation générale de la bête. Et a donc pourvu les harnais de mousse protectrice qui atténuent beaucoup les chocs que l'on pourrait subir au niveau de la nuque en cas de déconcentration pendant notre tour. Et croyez-moi, ça fait déjà une belle différence avec High Speed à Mirabilandia, quand bien même le top serait bien évidemment des trains ne disposant que de lap bar. Ici, hors de question de faire la fine bouche, tant ce coaster cumule absolument tout ce qu'il faut pour aboutir à un chef-d'œuvre. Le coaster est déjà très long, le tracé se boucle en 2 minutes 30 pendant lesquelles vous n'aurez droit qu'à un très court moment de répit qui n'en est même pas vraiment un, à savoir celui dans le tunnel à mi-parcours juste avant le launch qui vous propulsera sur la suite du layout. En dehors de ça, dès le premier lift à LSM qui se monte extrêmement rapidement, la tension ne baissera jamais. Vous vous ramasserez une superbe première descente inclinée à 95 degrés, enchaînerez chacun des éléments à une vitesse pas possible, avec du twisted horseshoe roll traversé à pleine blinde, ça je peux vous dire que vous allez les sentir passer, des changements de direction ultra vifs pour lesquels on remercie chaleureusement la mousse enrobant les anses des harnais, ou du camelback qui vous fera décoller votre joli fessier de son entrée à sa sortie. Bien plus jouissif que celui de Toutatis qui possède pourtant les mêmes propriétés. La taille des trains permet vraiment au coaster d'enchaîner les éléments serrés, donnant la possibilité d'en cumuler une grande quantité sur une courte distance. Si bien que Maverick semble intarissable dans ses idées et dans la diversité de ses éléments. Et pour redonner de l'impulsion à la bête sur sa deuxième partie, cette idée d'avoir calé un launch sous la station du coaster est absolument brillante et permet d'ajouter beaucoup de peps à un grand 8 qui n'en manquait déjà pas. Bref, Maverick c'est fantastique, c'est bluffant, c'est jouissif, on a du mal à se dire qu'il arrivera bientôt sur ses 20 ans, et c'est un coaster qui éclate encore aujourd'hui bon nombre de machines plus modernes qui se veulent pourtant être ses descendants. Et vous savez quelle est l'autre grande qualité de Maverick? C'est d'être situé à côté d'un des meilleurs coasters du monde, si ce n'est du meilleur coaster du monde. J'ai nommé Steel Vengeance. Ce coaster, c'est un véritable monstre, absolument intimidant, avec une stature plus imposante encore que Zadra dû à son lift plein et à l'absence d'éléments aériens et épurés de type Zero G Stall. Mais ne vous en faites pas, bien que ne disposant pas de cet élément, Steel Vengeance n'en perdra pas au change. Avant d'entrer dans la file du coaster, chaque sac aussi petit soit-il devra être obligatoirement placé dans des casiers, et les poches devront être vidées. Impossible d'embarquer le moindre téléphone, des portiques de sécurité sont disposés dans la file et détecteront vos éléments électroniques. De même, des employés sont présents avec des détecteurs portatifs et feront une fouille manuelle avant de vous laisser avancer vers le quai. Et avec ça, on ne rigole pas du tout à Cedar Point. Steel Vengeance, c'est un coaster haut de 62 mètres, long de 1749 mètres et fonçant à 119 km/h. Il a été pondu par RMC, designé par l'inénarrable Alan Schilke, qui s'est ici appuyé sur la structure de feu Minstreak, qui avait d'ailleurs une réputation assez lamentable. Une cure de jouvence qui s'avérait clairement nécessaire et qui aura permis de voir naître celle qui est aujourd'hui la meilleure montagne russe de la planète, ni plus ni moins. D'ailleurs, je ne vous parle même pas de l'émotion que j'ai pu ressentir au moment de poser mes fesses sur un des trains de la bête, tant les mots ne suffiraient pas à décrire son intensité. Et finalement, cette remarque est un peu la même en ce qui concerne le fait de vous parler du coaster en lui-même. Dans celui-ci dépasse tout ce que j'ai pu expérimenter jusqu'alors. Commençons avec les petites trublionnades de mise en jambe précédant le monstrueux lift de la bête, montez à une vitesse suffisamment contenue pour que vous ayez le temps de comprendre que oui, 62 mètres, c'est quand même très très haut. Une fois au sommet, on ne voit absolument pas se dessiner la première descente, qui fait véritablement office de gouffre, et dont on ne perçoit les rails qu'une fois le train engagé en plein sur la descente, formant un bel angle droit à 90 degrés. Steel Vengeance, c'est aussi une première partie avec des éjecteurs d'une longueur interminable et d'une puissance inestimable. Prenez par exemple la longueur des flottings de Silver Star, mais transposez-les en mode éjecteur qui arrache sa grand-mère. Ça vous donnera des éjecteurs de plusieurs secondes pendant lesquels vos cuisses seront mises à rude épreuve, vous faisant instinctivement pousser des cris pas franchement très virils, mais totalement incontrôlables, tant la surprise sera présente même après l'avoir enchaîné encore et encore. Ah vraiment, ce camelback incliné là, c'est une voie de communication directe avec le Nirvana. S'en suivent des inversions très aériennes mais prenant place dans la structure, inversion biscornue faisant que vous aurez l'impression que vous ne pourrez pas revenir en station sans vous être mangé au moins une vingtaine de poutres de la structure. Ces inversions sont de plus entrecoupées d'une bosse à angle droit et se terminent par une drop elle aussi cassée
lancé qui vous fera d'autant plus décoller du popotin. Alors là, déjà, cette première partie vaut le détour à elle seule et déglingue une quantité non négligeable de Grand 8 partout à travers le monde. À elle seule, elle fait passer Zadra pour un junior coaster et place déjà Steel Vengeance bien haut dans un top. Tant le coaster est d'une puissance redoutable qu'il est impactant sur chacun des éléments qu'il vient négocier. Puis arrivent les freins de mi-parcours. On pourrait se dire que ça y est, l'orage est passé, on va revenir à un truc un peu plus tranquille. Eh ben, quelle erreur mes aïeux. Car Steel Vengeance est aussi un coaster d'une fourberie hallucinante, là où on s'y attend le moins. Après la partie aérienne, place à celle proche du sol, où vous allez foncer à toute berzingue dans la structure, avec un gabarit qui a certainement dû passer au millimètre, dont on a l'impression que chaque poutre passe beaucoup trop proche pour que ce soit légal. Même après l'avoir raidé encore et encore, on ne comprend absolument rien du layout. On ne comprend absolument pas où on va aller et on se fait trimballer par le train à toute vitesse en ne pouvant que subir tout ce qui se présente à nous. Chaque boss est un éjector, chaque inversion nous donne l'impression qu'on va y laisser la tête et les séries enchaînées de petites bosses sont comme une cerise sur un gâteau beaucoup trop bon pour qu'on en laisse une miette. Et c'est qui plus est un très gros gâteau étant donné que, comme Maverick qui fait 2 minutes 30, Steel Vengeance est hyper long. Lui aussi il fait 2 minutes 30 et il y a vraiment une impression franche que ça ne s'arrêtera jamais. Et c'est vraiment pour notre plus grand plaisir. Déjà le matin à froid, il terrasse un bon paquet de coasters de par le monde, mais alors à chaud le soir, je vous explique même pas. Ce serait comme faire jouer le Real Madrid contre des équipes de district, ce serait pas fair play. Aucun mot ne suffit à décrire l'ampleur de ce Grand 8, sa force, son impact, son intensité, sa virtuosité. Ça fait depuis 2018 que ce coaster trône au plus haut du top du site Captain Coaster, qu'il trône en haut de la grande majorité des tops des passionnés de Grand 8 du monde entier. Et c'est qu'une fois que tu poses tes fesses dessus que tu comprends pourquoi. C'est comme Bernadette Soubirous après avoir vu la Vierge à la grotte de Massabielle. Quand tu fais Steel Vengeance, t'as une épiphanie, il y a un avant et un après. Il y a une rencontre qui définira le reste de tes expériences en termes de Grand 8. Et le défaut de tous les autres coasters de Cedar Point, quand bien même ils peuvent pour certains être absolument excellents, c'est qu'ils se trouvent dans le même parc que Steel Vengeance. Quelle bombe, quel monument, quelle création. Les mots me manquent pour décrire cette machine qui confine au sublime et à la majesté. C'est grandiose et totalement inégalé. Tout simplement. Revenons du Nirvana avec un direct pour les enfers, sans détour aucun, avec un petit tour de Cedar Creek Mine Ride, le Mine Train Arrow du parc, ouvert en 1969. L'avantage quand je parle de Mine Train Arrow, c'est que je n'ai pas besoin de développer davantage pour que vous compreniez immédiatement qu'il s'agit d'un coaster de merde. Son emplacement est joli, mais alors c'est bien tout ce que ce coaster a pour lui. Ça tremble, ça tape, c'est tout à fait inconfortable, ça n'essaie même pas de négocier les bankings qui sont de toute façon dessinés par un ingénieur s'étant accroupi au-dessus de son papier A4 avec un crayon de papier enfoncé dans le pion. C'est non, non et renon. Là où par contre c'est un grand oui, c'est avec Skyrock, un Screaming Swing SNS modèle géant, puisque celui-ci culmine à 38 mètres de haut. Il s'agit là de l'un de mes flat rides préférés de par le globe, et ça tombe bien parce que Cedar Point possède aussi un de mes autres flat rides préférés, dont nous parlerons plus tard durant cet épisode. Poursuivons la chasse au crédit avec un autre coaster Arrow, à savoir Gemini, première montagne russe de Cedar Point à avoir décroché le record de hauteur en 1978, record qu'il conservera pendant 10 ans. Gemini, on ne dirait pas comme ça tant il y a de mastodontes autour de lui, mais c'est déjà un très gros coaster. Il s'agit d'un dueling hybride haut de 38 mètres, long de presque 1200 mètres, et ce par tracé, pas les deux tracés cumulés, et poussant à 96 km/h. En gros, ces stats font que c'est comme s'il y avait deux tonnerres de Zeus côte à côte en dueling, et même en un petit peu plus gros. Intégré dans sa gare rétro-futuriste que certains pourront trouver hideuse, mais à qui je trouve un charme suranné, les deux trains sont dispatchés en même temps, sauf lorsqu'il s'agit de rentrer un train au garage ou de lui faire passer un tour de test. Et dispatcher des trains de dueling en même temps, c'est pas toujours de l'ordre de l'évidence chez les opérateurs de parcs d'attractions de par le monde. Mais alors, Gemini, ça vaut quoi? Eh bien, c'est un peu à double tranchant. Certains trouveront ça génial et lui trouveront un charme dans la brusquerie, comme moi avec Eurosat ou Spatial Experience par exemple. D'autres trouveront ça beaucoup trop brusque et brinque-ballant pour y trouver un quelconque plaisir. Et pour ce qui est de Gemini, je fais plutôt partie de cette catégorie. Les bankings sont tout aussi foireux que les Mine Trains, sauf qu'ici, ils sont pris à 96 km/h, donc même en les anticipant un maximum, vous allez les sentir passer. Et pourtant, vu qu'on les voit se former pendant 3 km, ces bankings, on pourrait se dire que justement, on aura le temps de les voir arriver. Alors certes, c'est vrai, mais c'est pas pour autant qu'ils seront moins douloureux. Gemini, c'est globalement trop mal branlé pour faire le café, et une fois descendu, on n'a pas souhaité en refaire un tour. Ah mais non, pas le choix, parce qu'il faut faire le deuxième côté pour avoir le plus 2. Bon bah, rebelote, mais pour la suite du séjour, on ne nous y reprendra plus. Ah puis tiens, si vous voulez profiter de la meilleure expérience
possible, placez-vous tout à l'arrière, comme ça vous pourrez patienter dans une position très confortable jusqu'à ce que la station soit libre pour vous accueillir. Merci la zone de frein trop courte à la fin. On aura ensuite bien essayé de faire Wilderness Run, le Children's Roller Coaster Intamin ouvert en 1979 et autrefois accessible en tant que chasseur de crédit, mais désormais totalement interdit aux adultes non accompagnés d'un enfant. Du coup, dans le cululu pour le plus sain. Mais nous nous serons rattrapés avec Woodstock Express, un Junior Vekoma ouvert en 1999 et totalement accessible aux adultes. Une gare en plein cagnard, une forte chaleur pour un ride qui n'offre pas vraiment d'autre intérêt que celui de faire plus sain, mais une machine qui saura à coup sûr satisfaire les plus jeunes bambins. Bon, après, faut pas oublier qu'aux États-Unis, les enfants sont très rapidement biberonnés aux plus grosses bécanes, tant et si bien que c'est tout à fait normal de retrouver des gosses de 8 ans dans Style Vengeance. À 8 ans, moi, je me chiais dessus rien qu'à l'idée de faire Menhir Express, mais soit. Alors non, nous n'aurons pas poursuivi avec le Jungle Cruise local, pour lequel il manque quelque peu d'une jungle, hein, mais avec un autre plus sain, un peu plus inédit celui-ci, c'est-à-dire Pipe Scream, un disco coaster Zamperla ouvert en 2014 qui a pour particularité de posséder une nacelle rectangulaire et non pas circulaire. Les sièges sont ici tournés vers l'intérieur et force est de constater que même si ça ne casse pas des briques, les sensations sont beaucoup plus sympas que sur les modèles circulaires avec les sièges positionnés vers l'extérieur. Avec ici une meilleure répartition des forces et un côté nettement moins gerbant. À Cedar Point, il y a un coaster à côté duquel vous ne pouvez pas passer. Un coaster situé en plein milieu du parc qui fait 128 mètres de haut et qui était d'ailleurs le record du monde de hauteur à son ouverture en 2003 et qui fait que où que vous soyez situé dans le parc, vous finirez toujours par avoir un angle de vue dessus. Un coaster qui me fait rêver depuis l'adolescence. Je saurais pas vous dire combien de photos m'ont fait baver, combien de vidéos j'ai pu bouffer, combien de trip reports qui en faisaient l'éloge j'ai pu lire, et je ne peux pas non plus vous dire quel pincement au cœur ça a été de le voir fermer pour l'entièreté de la saison 2022. À un moment où nous ne savions pas encore que le Top Thrill Dragster tel qu'il existait alors n'ouvrirait jamais plus. Et vous retrouver au pied d'un coaster aussi légendaire que celui-ci en sachant pertinemment que vous ne pourrez absolument pas monter dessus, c'est un véritable crève-cœur. Alors on est resté là, religieusement, respectueusement, à contempler la bête et à gérer notre deuil, prostré dans la réserve et le silence. On ne comptait d'ailleurs plus le nombre de fois où nous avons prononcé « Putain, ça fait chier » une fois devant ce coaster mythique, mais malheureusement mutique. Une phrase qui sortait incessamment de nos bouches et qui se trouvait être la seule que notre tristesse était en capacité de nous dicter. Aujourd'hui encore, il est impossible de grimper sur le coaster, qui est devenu Top Thrill 2 pour la saison 2024, retapé par Zamperla et fermé quelques jours après son ouverture pour de graves défauts de fonctionnement. Et quand bien même lorsqu'il rouvrira, le coaster sera probablement très sympathique. Inutile de dire que nous regretterons son launch hydraulique effectué en une fois qui catapultait le train à 193 km/h sans qu'on ait le temps de dire Top Thrill Dragster. Et après avoir fait King Daka, je peux vous dire que ce qui fait l'essence de ce type de coaster, c'est pas tant la vitesse que la puissance de la propulsion, la force de l'accélération, le temps qu'on met à atteindre cette vitesse. Ils sont bien gentils avec leur histoire de flèche verticale, rien n'atteint l'intensité et les sensations d'une propulsion franche, sèche et immédiate. C'est effectivement finish pour Top Thrill Dragster, et le fait de ne pas être parvenu à le faire, ça restera probablement un des plus grands regrets de ma vie de passionné de montagne russe. Et même sans l'avoir fait, Top Thrill Dragster résidera à tout jamais dans mon cœur, et mon regard n'aura de cesse de s'humidifier dès lors que j'en contemplerai les cimes tout au long de notre séjour à Cedar Point. Pour nous remettre de nos émotions, place à la pause déj au Johnny Rockets de Cedar Point, une valeur sûre dans laquelle les menus ne sont pas trop chers, comptez entre 15 et 20 $ par tête, entrée, plat, dessert et boissons illimitées, la nourriture de plutôt bonne qualité, et où le service est rapide. Et comme dans tout bon restaurant des États-Unis qui se respecte, la clim est poussée à fond, donc l'instant fraîcheur vous sera tout à fait garanti. Quoi de mieux après être sorti de table qu'une petite balade digestive à bord d'un Wing Coaster BM, je vous le demande. C'est ainsi que nous nous sommes lancés à l'assaut de Gatekeeper, qui était qui plus est complètement vide, étant donné qu'en début d'après-midi, la plupart des visiteurs se sont déjà enfoncés vers le fond du parc. D'ailleurs, ça me permet de vous signifier le fait que Cedar Point est un parc absolument immense, qui est tout en longueur, et qui fait d'ailleurs 1,5 fois la longueur de Europa Park. C'est très simple, entre l'entrée du parc et l'entrée de Style Vengeance, il y a 2,2 km. En gros, si vous marchez tranquillement pour aller de l'entrée du parc jusqu'à Style Vengeance, vous en avez pour 30 minutes de marche. Voilà, ça vous permet de situer l'ampleur du site. Gatekeeper est donc situé tout de suite à droite après être entré dans le parc. Cet énorme wing coaster fait 51 mètres de haut, 1269 mètres de long et pousse à 107 km/h. Le parcours se compose de 6 inversions, dont la dive drop de 50 mètres qui était à son ouverture la plus haute inversion du monde. Gatekeeper, c'est bien simple, c'est l'un
des meilleurs wing coasters qu'il m'ait été donné de faire, avec Thunderbird à Holiday World. Le parcours est très planant, amène de la variété en proposant des roulements dans un sens puis dans l'autre, et des foot choppers fantastiques lorsque le train s'engage dans le Zero G-Roll traversant les portes iconiques surplombant l'entrée du parc, ou encore dans l'Inline Twist qui les frôle sur le retour. On appréciera également son premier camelback très flottant et fort agréable, mais nous pesterons un peu contre la dernière partie du parcours, celle succédant au mid-break et qui fait surtout office de retour en station plus qu'autre chose. Malgré cela, Gatekeeper est un excellent coaster à refaire encore et encore, ne comportant pas de vibrations rédhibitoires qui sont pourtant souvent problématiques sur les wing coasters et qui démontre à nouveau que seul BM sait vraiment y faire avec cette configuration très particulière de train dont les places sont positionnées sur le côté. Peut-être que c'est le cas aussi pour Intamin, mais malheureusement on n'aura pas pu le vérifier avec Flying Aces qui est resté fermé tout au long de notre séjour aux Émirats. Après avoir passé quelques instants à contempler un joli parterre de fleurs que survolent les télécabines du parc, je vous propose de partir à la conquête d'un autre coaster de Cedar Point. Et pour ce faire, restons chez BM et demandons maintenant le modèle Inverted du constructeur suisse, qui est d'ailleurs le premier très gros Inverted à avoir été construit par BM. À Cedar Point, l'Inverted du parc c'est Raptor, un clone de Monster à Walligator, comportant néanmoins ici une zone de frein. Pourtant, force est de constater qu'aujourd'hui, ceux-ci n'ont pas été activés et que la bête a tracé tout du long comme son homologue lorrain. Raptor, c'est du BM dans le texte, donc de la puissance, du G positif en veux-tu en voilà, le sang qui descend dans les jambes pour y rester un long moment, et du voile bien prononcé dans les hélixes finales. En d'autres termes, Raptor, c'est de l'excellente cam, et vous y retrouverez tout ce qui fait la saveur de Monster, alors si vous appréciez la version lorraine, vous apprécierez tout autant la version de l'Ohio. Ce qu'on appréciera un peu moins à Cedar Point, c'est la cohabitation avec ces moustiques de l'enfer, et croyez-moi que Cedar Point est leur terre promise. Dès le soir venu, je vous déconseille très fortement d'ouvrir la bouche si vous vous retrouvez à l'avant d'un train, que ce soit à l'avant de Millennium Force ou de Steel Vengeance, car vous risqueriez de gober quelques kilos de viande par inadvertance. Ah bah admettons que tu portes un t-shirt blanc et que tu te retrouves le soir venu à l'avant d'un de ces trains, eh bien en sortant tu vas avoir le t-shirt tout plein de cadavres de moustiques, et sur un t-shirt blanc, ça se voit. Je me suis décidé à faire un documentaire sur M. Markowski, et donc je vais le filmer comme ça jusqu'à la fin du séjour. Nous allons faire la trique bleue. La trique bleue. Ah. Ah oui, très bien. Transition toute trouvée vers la trique bleue, la traînée bleue, à savoir Blue Streak. Il s'agit là de la plus vieille montagne russe de Cedar Point encore en fonctionnement, étant donné qu'elle a ouvert en 1964. Et ce Wooden, c'est vraiment un modèle de douceur. Ça glisse tout seul, l'entretien est impeccable, il y a de chouettes petites sensations, et bien qu'il soit à destination de la famille, il reste un grand 8 amusant à faire, sans chichi, sans prétention, tout en décontraction. Restons juste à côté et lançons-nous à l'assaut d'un autre coaster BM de Cedar Point, un coaster avec un peu plus de chichi ce coup-ci, à savoir la dive machine nommée Valravn. Au programme ici, un tracé haut de 68 mètres, long de 1040 mètres et poussant à 120 km/h. Les trains sont composés de 3 rangées comportant chacune 8 passagers, donc sont particulièrement massifs sans pour autant atteindre la dimension hallucinante des trains de Griffon à Busch Gardens Williamsburg, qui comportent quant à eux 10 passagers de front. Valravn, c'est un des plus gros pétards mouillés de BM. C'est en tout cas un de leurs coasters les plus poussifs que j'ai pu essayer de ma vie. Malgré ses dimensions, le coaster est hyper mou, possède une première descente à 90 degrés qui peut paraître intimidante et tout à fait immense, mais qui ne provoque aucune sensation de puissance, aucune accélération particulière, ni aucune poussée ou aspiration notable. La suite se compose d'un Himmelmann tout à fait anecdotique malgré ses 50 mètres de hauteur, avant que nous n'arrivions sur les freins de mi-parcours qui déboucheront sur une descente encore moins intéressante que la première. La suite se compose du tout premier dive loop jamais conçu sur une dive machine qui est lui aussi traversé sans entrain particulier. Nous terminerons avec un Zero G-Roll passé bien trop lentement pour être honnête, et par une bosse totalement dénuée du moindre jet négatif. Total de l'affaire, Valravn c'est aussi gros qu'insipide, c'est un gâchis monumental, et faut vraiment que BM arrête avec ses harnais à veste souple à la con, qui, en plus d'être inconfortables, sont un vrai frein à la liberté et au sentiment de vulnérabilité qu'on recherche lorsqu'on embarque sur un grand 8 de ce type. Et même si cette remarque est valable pour les anciens harnais, ceci n'entraîne pas le même inconfort aux épaules que les harnais à veste souple, et c'est un gaillard d'1m91 qui vous le dit. Autre coaster qui ne restera pas dans les annales, mais qui est pourtant lui aussi agréable à voir tourner, c'est Corkscrew, un custom looping coaster Arrow ouvert en 1976. Au programme, un coaster de 26 mètres de haut, 624 mètres de long et qui atteint la vitesse de 77 km/h. Comme trop souvent quand ça vient de Arrow, c'est assez caca, le coaster fait clairement son âge et son tracé sans intérêt dénote clairement avec le reste de l'offre du parc. Disons que ça fait assez désuet. Néanmoins, et à ma grande surprise, celui-ci ne tape pas trop, y compris sur ces corkscrews qui donnent leur nom au coaster et qui permettent de faire de jolies prises de vue, et vous n'en sortirez
tirez pas avec des Ekimos, chose suffisamment rare sur un Arrow pour être soulignée. Par contre, on se demandera pourquoi ils se sont décidés à mettre un camelback sur un coaster comme celui-ci, qui est évidemment complètement gâché par les harnais traditionnels présents sur les trains, et qui de fait ne comporte absolument aucun intérêt. Enfin, pour le reste, ça fait plus sain, et c'est déjà ça de prix. Restons ensuite chez Arrow avec un coaster emblématique du constructeur américain, j'ai nommé Magnum XL 200. Il s'agit là d'un hypercoaster ouvert en 1989 qui détenait à son ouverture le record du monde de hauteur avec son lift culminant à 62 mètres. Décidément, les coasters qui détenaient des records à leur ouverture, c'est monnaie courante à Cedar Point. Ici, nous avons un coaster très similaire aux versions Morgan de type Steel Force comme nous avons pu essayer à Dorney Park, avec un parcours composé de boss qui sont en quelque sorte les ancêtres des Hyper BM que nous connaissons aujourd'hui. Sur Magnum XL 200, des bankings toujours aussi étonnants et qui se dessinent 3 km avant que le virage ne soit pris, et des boss en accent circonflexe disséminés sur l'ensemble de ce parcours long de 1556 mètres que le train sillonne à presque 116 km/h. Un demi-tour papillon, 3 tunnels traversés, de bons petits airtime contre lesquels il vous faudra vous battre tant l'ergonomie des lap bars est naze, et des trains tout droit venus des années 80 qui sont le reflet et le souvenir de toute une époque. Puis cette vibe que le coaster a, déposé à même la plage et qui sort du parc pour surplomber la baie et faire frémir le sable. Ah ça, même si ce Magnum XL 200 n'est plus le mastodonte qu'il a pu être en son temps, il reste un coaster très sympathique à rider et qui vous fera faire un chouette voyage dans le temps. On lui préférera la version Morgan type Steel Force, mais quand même, force est de constater qu'il s'agit là d'une belle machine. Ce qui nous aura aussi surpris à Cedar Point, c'est qu'on est quand même loin de l'image caricaturale qu'on pourrait avoir de ce genre de parc, dans lequel il n'y aurait rien que de grandes allées bitumées avec des attractions posées dessus, sans autre forme de procès. Il y a bien évidemment de ça à Cedar Point, mais pas que. Il y a aussi de la verdure, des quartiers entretenus et fleuris, et des animations de rue qui permettent d'insuffler de la vie au tout, brisant ainsi cette image de parc sans relief et sans âme, et rendant cette visite d'autant plus agréable. C'est ensuite avec de nouveaux tours de Maverick et de Steel Vengeance que nous aurons conclu cette première journée à Cedar Point, avant de nous rendre au Castaway Bay, hôtel du parc qui dispose d'un petit parc aquatique, sur lequel vous pourrez en savoir davantage dans cette vidéo de l'ami First Drop. De fait, le lendemain, il nous restait encore des coasters à découvrir, car malgré cette journée bien chargée en découvertes, nous n'avons pas encore fait le tour du parc. Partons donc à la rencontre de Iron Dragon, un Suspended Arrow ouvert en 1987, qui est de loin l'un des coasters les plus inintéressants de Cedar Point. Bon, il y a bien Cedar Creek Mine Ride, le Mine Train Arrow qui est absolument catastrophique, mais Iron Dragon est vraiment pas loin du tout. Iron Dragon, c'est un coaster long de 853 mètres, haut de 23 mètres et atteignant les 64 km/h. C'est aussi et surtout un coaster dans lequel il ne se passe absolument rien, ne procurant aucune sensation de quelque nature que ce soit et qui se trouve à des années-lumière de l'excellent BAT, Suspended Arrow de Kings Island, dont nous parlerons dans une prochaine vidéo consacrée à ce parc. C'est dommage parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de croiser un coaster de ce type et on aurait bien voulu pouvoir vous en dire du bien, mais là, force est de constater que c'est pas terrible cette histoire. Parlons ensuite du dernier coaster qu'il nous restait à découvrir à Cedar Point, à savoir Rougarou, un floorless BM devenu floorless en 2015 mais ouvert originellement sous le nom de Mantis en 1996 sous la forme d'un stand-up. De fait, oui, le parcours est tout à fait original pour un floorless, étant donné qu'à l'origine, il a été conçu pour un stand-up. Rougarou est un coaster qui fait prendre conscience d'une chose, c'est qu'à Cedar Point, l'offre est tellement pléthorique et il y a tant de machines de qualité que s'il avait été dans un autre parc, Rougarou serait certainement un des meilleurs coasters du parc, si ce n'est le meilleur. Ici, il est tellement éclipsé qu'il passe presque inaperçu, et face au reste de l'offre, il s'agit d'un coaster lambda. Pourtant, qu'on ne s'y trompe pas, il s'agit d'un très bon grand 8, efficace tout ce qu'il faut, puissant, intense, long, avec des stats vraiment pas dégueux étant donné que le coaster fait 1188 mètres de long, 44 mètres de haut pour une vitesse de 96 km/h, et de plus, rassurez-vous, le trim présent dans la première drop n'est pas activé. Pourtant, face à du Steel Vengeance, du Maverick, du Gatekeeper ou même du Millennium Force, le coaster est un peu plus convenu, donc un peu plus confidentiel dans le line-up, ce qui ne l'empêche pas de taper ses 4 étoiles comme Millennium Force étant donné que l'expérience reste de très grande qualité. Et ça vous donne une idée quant au niveau général de l'offre du parc. Nous n'aurons pas poursuivi avec le Shoot the Shut Arrow ouvert en 1993 et nommé Snake River Falls, qui a d'ailleurs fermé cette année en 2024, mais ne vous en faites pas, en ce qui concerne les attractions humides, on aura clairement droit à notre dose plus tard dans cet épisode. Nous serons allés prendre un peu de hauteur, c'est-à-dire quelques 90 mètres à bord de notre tout premier Windseeker signé mondial, à savoir ici une attraction nommée, je vous le donne en mille, Windseeker, et ouverte en 2011. Ici, on a droit à de l'audio embarqué, d'ailleurs sur cette attraction, c'est la BO du film E.T. qui tourne, et son emplacement en bord de plage donne à voir quelques très jolis points de vue. Pour ce qui est de l'attraction en elle-même, c'est moins flippant que les Starflyer, on s'y sent plus en sécurité, et l'amplitude fait qu'il n'y a aucune sensation gerbante durant le tour. Après, si vous avez le vertige, ça reste clairement un enfer, d'autant que ces attractions tombent
tombent régulièrement en panne. D'ailleurs, durant notre visite de King's Dominion, des visiteurs sont restés bloqués au sommet pendant plusieurs heures après être tombés en panne à bord du Windseeker local. Ah oui, j'en connais certains à qui ça aurait pas franchement plu tout ça. Comme vous l'aurez compris, Cedar Point est installé sur une presqu'île située sur le lac Erie. Et cette situation offre de formidables paysages, avec ce lac tellement grand qu'on pourrait se croire en bord de mer. D'ailleurs, si vous restez ici plusieurs jours, vous pourrez entrecouper votre visite de session baignade ou beach volley, ou encore aller passer du temps au parc aquatique de Cedar Point, parce que oui, il y a aussi un parc aquatique en bordure de cette même plage. Pas de Calypso Mac pour nous, une attraction qui commence à dater étant donné qu'elle a ouvert en 1970, ni d'autotamponneuse, on passera notre tour, car rappelez-vous ce que j'ai pu vous dire dans l'épisode consacré à Waldemir, les autotamponneuses et les USA, ça fait 2000. Ah ça, tu risques pas de te faire bien mal, hein. J'aurais bien malgré moi été contraint d'assister à la danse des gogoles, et ça vous pouvez me croire, j'aurais bien voulu passer mon tour dessus également. J'aurais peut-être même préféré un tour d'autotamponneuse molle du cul, c'est dire. Pas de Troika Us ouvert en 1976 non plus, quand bien même on se rend compte qu'il y a pas mal de flat ride d'un autre temps à Cedar Point. Pas de Sky Coaster payant en supplément non plus, même s'il est vrai que ce genre d'attraction est toujours amusant à faire, en tout cas quand il est installé dans un parc d'attractions digne de ce nom et pas dans un Luna Park un peu foireux du sud de la France. Mais voilà, ce genre d'attraction en ce qui me concerne c'est tout à fait validé. Et pas de vieux Scrambler et Bridge non plus, une attraction qui comme beaucoup d'autres flat ride ici n'est pas de toute première jeunesse étant donné qu'elle date de 1960. Et en 1960, ni mon père ni ma mère n'étaient encore nés. Pas de tour de Power Tower non plus, la tour SNS fonctionnant en Space Shot et en Turbo Drop, tour de 90 mètres de hauteur ouverte en 1998, mais un tour d'un de mes flat rides préférés, à savoir Maxair, un Giant Frisbee Us ouvert en 2005, bien au-dessus des Palcopies Zamperla, qui propose tout ce qu'il faut de chatouille dans le ventre et de jet positif. Un flat ride dont on ressent toute la puissance, très condensé dans les creux et très léger dans ses mouvements aériens, bref, du bonheur comme on en fait que trop peu. Nous serons également allés nous confronter au raft du parc, à savoir Thunder Canyon, un rapids ride signé Intamin ouvert en 1986. Constatant que les Américains y vont presque tous pieds nus, en laissant leurs chaussures dans des bacs situés à l'entrée de l'attraction, nous nous sommes dit que nous serions bien inspirés de faire de même. Et pour cause, car s'il ne se passe pas grand chose sur la majorité du parcours, le tout se ponctue par de très vilaines cascades qui ne s'arrêteront pas quand vous passerez à proximité d'elles, comme ça peut être le cas en Europe, et qui vous dégueuleront des hectolitres de flotte à la gueule sans pitié aucune et sans que vous ne puissiez y échapper. Et vu que des cascades comme ça, il y en a de part et d'autre du parcours, et bien tout le monde en prendra pour son grade. Ah ça oui, on est quand même à des années-lumière de ce qu'on peut trouver en Europe. Ça c'est un taux d'humidité qui n'existe clairement qu'aux USA. Et putain de bordel, qu'est-ce que c'est fandard. Et c'est après quelques nouveaux tours de Millennium Force, Maverick, Gatekeeper et autres styles vengeance que s'est achevé notre séjour à Cedar Point. Alors, qu'as-tu pensé du parc, Dubik? Cedar Point, c'est très simple. Si vous adorez les gros coasters et les sensations qui déboîtent, c'est le paradis. Si par contre vous avez peur de ça et que vous redoutez de monter sur des trucs plus gros que Pegasus Express, c'est l'enfer sur Terre. À Cedar Point, c'est bien simple, il y a 5 montagnes russes qui font plus de 60 mètres de hauteur. C'est clairement un parc comme on n'en a pas par chez nous. C'est comme Energylandia, sauf qu'à la place d'une palanquée de Junior Vekoma sans intérêt, on a une palanquée de coasters à 20 millions d'euros, au milieu desquels des Inverted ou des Floorless BM sonnent comme des coasters totalement lambda tant l'offre est de haute volée. Puis voilà quoi, le cadre sur cette presqu'île au bord du lac Erie, la plage avoisinante et les bateaux de plaisance qui se baladent tout autour, c'est quand même bien plus sympa que les champs de patates un peu sinistres de la campagne polonaise. 2 jours ne sont clairement pas de trop pour visiter Cedar Point, qu'on découvre le parc ou non. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses qu'on a envie de refaire qu'il est impossible d'y trouver le temps long ou d'y tourner en rond. Sauf si, encore une fois, les gros coasters ne sont pas votre truc. Ici, il y a une variété hallucinante de coasters, de BM à RMC en passant par Intamin avec du wing, du floorless, de la dive, de l'inverted, du launch, et parmi tout ça, Style Vengeance, le meilleur coaster du monde à l'heure actuelle. À Cedar Point, on ne fait pas dans le dark ride, on ne fait pas non plus dans les univers thématiques poussés, mais on a néanmoins été très surpris par le soin apporté au parc, que ce soit en termes de propreté, de gestion et d'entretien des espaces verts, et aussi par certaines zones qui donnent quand même du cachet à l'ensemble et qu'on ne s'attendait pas du tout à trouver ici. Y a pas photo quand tu fais le parallèle avec certains gros parcs Six Flags, même un Six Flags Great Adventure qui est pourtant une vitrine. L'entretien global de Cedar Point et des autres parcs Cedar Fair est à des années-lumière du laisser-aller qu'ont connu les parcs Six Flags. Continuons la comparaison en disant que chez Cedar Point, comme pour tous les autres parcs Cedar Fair visités pendant ce trip, les opérations étaient vraiment monstrueuses, avec le maximum de trains sortis sur les coasters, des employés qui courent partout et qui permettent de faire en sorte que chaque train soit dispatché le plus rapidement possible. Bref, un panard absolu. Bon, il y a toujours cette politique du on arrête de faire tourner lorsqu'il y a la moindre suspicion d'orage à je ne sais combien de bornes aux alentours, ou encore lorsqu'il y a la moindre goutte de pluie qui vient de tomber, mais à part sur notre dernier tour de Style Vengeance, on n'aura pas été trop embêté par la météo durant notre visite. Côté bouffe, on est aux États-Unis, donc faut pas s'attendre à des merveilles. Vous trouverez néanmoins quelques valeurs sûres
voitures, avec notamment Melt, Chick-fil-A, Johnny Rocket, Starbucks, et bon bah voilà quoi, il y a aussi des Donuts Burger, mais là, faut vraiment avoir peur de rien. Du Donuts Burger avec un bon glaçage sur le donut et fourré au chocolat. Aïe aïe aïe, c'est bien ça. C'est non sans émotion que s'est achevée notre visite à Cedar Point, 2 jours pleins qui nous auront tellement plu qu'on aurait pu aisément rester un 3e jour. Ah bah, quand il s'agit de s'envoyer du Steel Vengeance, du Maverick, du Gatekeeper, du Millennium Force, du Magnum XL200, du Raptor, du Rougarou, du Maxer, du Skyhawk ou encore le Raft en mode sous-marin, on se dit forcément qu'on touche de près à une représentation modernisée du paradis. On prendra aussi le temps de dire au revoir à Top Thrill Dragster, qu'on aura côtoyé sans jamais véritablement le connaître et qui veillera sur nous sur des kilomètres avant que nous ne perdions définitivement de vue ces cimes majestueuses à mesure que nous progresserons dans la campagne de l'Ohio en direction de Cincinnati. Parfois, il y a des rêves qui percutent de plein fouet le mur de la désillusion lorsqu'on les confronte au réel, mais là, le parc est parvenu à se hisser à la hauteur de toutes nos espérances. Alors, au revoir Cedar Point, merci pour tout, et puisses-tu continuer à nous faire rêver comme tu sais si bien le faire. Mais nous qui pensions avoir eu notre dose d'adrénaline lors de notre visite du parc et qu'il faudrait attendre Kings Island le lendemain pour retrouver de nouvelles sensations, nous nous sommes retrouvés en pleine cambrousse, de nuit, dans les plaines de l'Ohio, avec une petite surprise. Dennis Nedry dans Jurassic Park. Oui, c'est exactement ce que je me disais. Exactement. Imagine si en plus il y a des dinosaures. Hein. Oh, alors là. Il avait aucune chance le pauvre. Un cadilophosaure. C'est un qui t'attaque les yeux. Au permis qu'il fallait avoir des nerfs d'acier des fois. Ah, voilà. Je pense que là c'est le bon moment pour il y a une croix en feu là, il y a le coup de sport à droite ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que c'est merveilleux? Regarde, je vais pas rouler sur un arbre, on a une ligne de tension. Oh là, il y a de la merde partout. Après quelques miles à nous enfoncer sous une belle cellule orageuse, toutes nos applications téléphoniques se sont coupées. Plus de Spotify, plus de YouTube, plus de SoundCloud, plus rien du tout. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Monsieur Lacouille, je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied. Une alarme s'est alors mise à sonner sur chacun de nos téléphones, et nous avons tous reçu ce message, en anglais et en espagnol, je vous en ai fait une capture d'écran. Le message stipule « Service météo national, avertissement d'orage violent dans cette zone jusqu'à minuit, avec des vents destructeurs soufflant à 130 km/h. Abritez-vous dans un bâtiment robuste, loin de toute fenêtre. Des débris volants peuvent mortellement toucher les gens qui ne se seront pas abrités. » Puis notre radar météo nous a donné ça, faisant que nous avons compris très rapidement que nous nous trouvions en réalité dans le sillon interfécié de 2 orages se transformant en tornades. Et les tornades, c'est bien dans Chasseurs de tornades, dans la réalité, c'est un peu moins rigolo. Bon, en fait, les gars, on est en train de traverser 2 orages cycloniques là. Il y a 2 putains de tornades cyclones là qui nous rôdent autour de la gueule. C'est sympa comme tout. Et bah on roule, hein. On roule et on va arriver à destination. Voilà. On espère. Allez, bonne nuit à vous, hein.
Je peux vous dire qu'on ne faisait vraiment pas les fiers là-dedans. On a littéralement perdu First Drop qui était prostré sur son siège à l'arrière et qui ne disait plus un mot. Les arbres donnaient l'impression de danser devant nous tant ils se faisaient violenter par le vent. Les poteaux électriques et téléphoniques laissaient penser qu'ils allaient rompre à tout moment. Et nous ne voyions plus rien à quelques petits mètres devant nous tant la pluie et le vent étaient forts. Les seules illuminations provenaient des éclairs qui fendaient le ciel parfois pendant plusieurs secondes d'affilée. La règle d'or étant ici de rouler au pas et de ne surtout pas s'arrêter, car tu ne peux pas savoir si tu vas t'arrêter juste à côté d'un arbre sans le point d'être renversé par le vent. Ça, je peux vous dire qu'on s'en souviendra toute notre vie, avec de véritables frissons lorsqu'on en reparle à l'heure actuelle. C'est vraiment impressionnant, vraiment terrifiant, de quoi te rendre compte que t'es vraiment qu'une cacahuète à la merci de la nature lorsque celle-ci se met en colère. Lorsque nous sommes parvenus à sortir de ces deux cellules, nous nous sommes immédiatement arrêtés dans une station-service, tout tremblotant et tout pâle, histoire de reprendre nos esprits sous l'œil amusé des habitants du coin qui, eux, semblent avoir l'habitude de ces épisodes tempétueux qui sonnent comme une simple averse un peu retorse par chez nous. Allez, plus de peur que de mal, nous reprenons la route direction Cincinnati pour un nouveau parc que nous visiterons le lendemain, et pas des moindres. Ah, je peux vous dire qu'on était dans un sacré état de stress quand on était dans cette tempête. Et je tire mon chapeau, bah, même si j'en ai pas là présentement, mais à Valentin en tout cas, qui était au volant de la bagnole quand on était dans ce caca, et qui est resté d'un calme et d'une assurance à toute épreuve. Ah non mais quelle chiasse putain, je vous jure. Concernant Cedar Point, vous l'avez compris, le parc nous a vraiment convaincus, tant et si bien que là, actuellement, on est en train d'organiser notre prochain gros voyage aux États-Unis, et que Cedar Point sera évidemment de la partie. On y retournera et pour 2 jours. Ah, c'est vraiment un parc dans lequel il y a tellement de trucs à faire que t'as juste envie de poser tes valises et de pouvoir profiter. Et puis on peut pas dire que la direction du parc est chômée depuis notre visite, parce que Cedar Point s'est vu agrémenté en 2023 d'un Twister Coaster Zamperla qui est apparemment assez amusant, de Top Thrill 2 qui est actuellement fermé et qui rouvrira peut-être un jour, hein, un coaster qui a nécessité un investissement colossal, et puis en 2025 ouvrira Siren's Curse, un tilt coaster Vekoma qui m'a l'air, ma foi, très rigolo. Bon, je reste convaincu que les trains Vekoma avec leur harnais à veste souple, c'est vraiment de la merde et que quand on est grand, c'est vraiment pas confortable, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Concernant le scandale Top Thrill 2, eh bien je ne reviendrai pas dessus tant tout a été dit à ce sujet, mais je reste convaincu qu'il faut être complètement à côté de ses pompes pour confier un projet d'une telle envergure à Zamperla, qui n'a jamais été capable de produire un gros coaster digne de ce nom. On a fait Thunderbolt à Coney Island par exemple au début de ce trip, eh bien je vous invite à retourner voir ou à aller voir ma vidéo consacrée à ce parc. Thunderbolt, c'est vraiment une catastrophe. Je dis même dans l'épisode que je préfère faire Goudurix, c'est dire à quel point c'est catastrophique. Ah là, concernant Top Thrill 2, je connais 2-3 avocats qui doivent quand même avoir la goutte au front. Puis bon, le simple fait de toucher un truc aussi iconique que Top Thrill Dragster, ça consiste pour moi en un crime de lèse-majesté. D'autant qu'on a appris aujourd'hui, là, au moment où je tourne cette vidéo, la fermeture de King Daka, qui est un nouveau crime de lèse-majesté, et une nouvelle décision bien foireuse de la nouvelle direction, donc Six Flags. C'est donc bientôt ciao pour tous ces coasters iconiques, et dans le genre coaster iconique qui vit peut-être ces derniers moments, bah, je commence à avoir peur pour X2 à Magic Mountain. Hein. Alors y a rien qui a été annoncé pour celui-là, mais au rythme où on va, je pense qu'au bout d'un moment, il va dégager aussi. Bref, ce nouveau groupe Six Flags, bah, il commence très très bien, il commence surtout très très mal, et on ne le remercie surtout pas du tout. Putain mais je vous jure, je remonte 15 ans en arrière, je rêvais de Top Thrill Dragster quoi, j'étais dans mon plumard et je rêvais d'être à Cedar Point, je rêvais de Top Thrill Dragster. Bah j'aurais jamais pu le faire. Putain mais Dragster vraiment avec ses lap bars, avec sa propulsion en une fois, t'arrives au sommet de ce top hat absolument retenu à rien et tu fonces vers le vide, mais ça devait être absolument incroyable. Je l'ai fait avec King Daka certes, mais c'est les harnais Intamin ancienne génération, c'est pas des putains de lap bars, ça devait être incroyable avec ça. Alors oui, pour en revenir à Cedar Point, c'est très clairement orienté sensation. Pour la famille, bah c'est quand même la vache maigre, hein. Il y a Blue Streak, il y a Cedar Creek Mine Ride, il y a Woodstock Express, il y a la Wild Mouse aussi qui vient agrémenter maintenant l'offre familiale. Mais clairement, si vous allez à Cedar Point, et ça tout le monde le sait, bah c'est pour faire du gros coaster qui tâche, et en ce sens, bah vous allez être servi. Cedar Point, c'est un parc qui est clair avec lui-même et avec sa ligne directrice, qui ne nous ment pas sur la marchandise et qui vous vend une expérience pour laquelle vous en aurez pour votre argent. Alors si les Grands 8, bah c'est votre truc, c'est un parc qu'il vous faudra absolument visiter au moins une fois dans votre vie, qui est un des points cardinaux du bon chasseur de Grand 8 et qui est un lieu qui peut devenir lieu de pèlerinage carrément. Bah typiquement comme nous qui avons replanifié d'y retourner pendant 2 jours pour le prochain trip US. Ah, je vous jure, après ces 2 jours de visite, une fois sur le parking pour repartir, on n'avait qu'une envie, bah c'était d'être au prochain jour de visite qu'on pourrait faire à Cedar Point. Et d'ailleurs je vous conseille de combiner votre visite de Cedar Point avec notamment un hôtel du parc, par exemple le Castaway Bay, hôtel qu'on avait choisi nous et qui dispose notamment d'un parc aquatique en son sein, ainsi que bah, une partie relaxation et jacuzzi avec tout ce qui va bien et qui est très très agréable entre 2 journées de parc
parc où vous passez votre journée à cavaler. Ah ça, te prélasser dans un bon jacuzzi entre 2 journées de Cedar Point, c'est quand même d'une douceur et d'un plaisir sans commune mesure. Puis en optant pour un hôtel du parc, vous aurez droit à l'accès anticipé à Cedar Point le lendemain matin, et ça c'est aussi un argument non négligeable à prendre en compte. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo consacrée à Cedar Point, j'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo et qu'elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, et pour tout le monde, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager, ça m'aidera beaucoup et ça me fera grandement plaisir. Dans la prochaine vidéo, les petits potes, nous ferons un crochet par la France pour partir à la découverte de Fjord Explorer, à savoir la nouveauté 2024 d'un parc que j'apprécie particulièrement, j'ai nommé le PAL. Et d'ici cette petite escapade dans la Scandinavie auvergnate, c'est thématique, et bien comme d'habitude les petits potes, portez-vous bien et ridez bien. Allez, ciao! It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.